Bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous qui nous suivez depuis votre maison. Nous sommes l'émission Le Congo aujourd'hui, une émission proposée par Kamoto Center, un think tank congolais basé au Royaume-Uni. Et nous venons auprès de vous aujourd'hui à l'occasion de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et nous voulons vous présenter cette émission, Le Congo aujourd'hui, qui est une émission qui décortique le passé et le présent de notre pays, disons de notre pays d'origine, afin de pouvoir promouvoir un avenir meilleur pour le fils de ce vaste et riche pays qui est la la République démocratique du Congo. Cette émission est assurée avec le moyen technique de Soteria Media, qui est dirigé par le pasteur José Chitoko Katende. Aujourd'hui, notre première émission, en fait, qui est une émission test, nous avons le privilège de recevoir pour vous deux grands analystes de la politique de la République démocratique du Congo. D'abord, il s'agit de M. Norbert Mbou, qui est un écrivain, il est anthropologue, journaliste et cinéaste. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre de plus de 500 pages intitulé L'autre Lumumba, mais ça ce sera pour une autre émission. Et puis nous avons le docteur Florent Poumou, médecin de son état et directeur de think tank Kamoto Center. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette émission, nous le recevons comme directeur de Kamoto Center. Voilà. Bonjour, docteur Florent Poumou. Bonjour, pasteur G. Comment vous allez? Ça va bien. Un petit mot pour nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Bon, nous sommes contents d'être avec eux. C'est toujours très important de parler du Congo et c'est un pays qui nous tient à cœur. Nous sommes ici au Royaume-Uni, mais nous sommes de cœur avec eux chaque jour. Merci. Monsieur Norbert Mbou, bonjour. Bonjour. On nous dit que vous venez du pays des Galles. Oui, disons que j'habite Newport et j'y habite depuis pratiquement 13 ans. D'accord. Donc ça fait 300 miles de longue distance. On parle aussi du Congo au pays des Galles. Oui, on parle du Congo au pays des Galles d'abord d'une façon historique parce que beaucoup, nous ne le savons pas, le Congo a été exploré par Henry Morton Stanley. Or, Henry Morton Stanley était un Gallois. Donc, c'était un Britannique, mais né au pays des Galles. Il est né dans une petite ville qui s'appelle Dembif, qui est au nord du pays des Galles. Et son nom gallois n'était pas Henry Morton Stanley. Son nom gallois, c'était John Rowlands. D'accord. Donc, il a dû changer son nom. D'accord. En fait, voilà. Ça c'est du matériel pour l'émission prochaine. Voilà. Et donc, pour le téléspectateur, pour les internautes qui nous suivent, je voudrais juste vous situer par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons 4 volets. Le tout premier, nous allons d'abord parler de dernières années avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après, nous parlerons de l'indépendance et les années qui ont suivi jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Au troisième volet, nous parlerons du Congo des Kabila. Et le quatrième volet, ce sera la conclusion. 57 années d'indépendance de la RDC. Ce qui semble pour certains marquer le pas, ou pour les autres, d'ailleurs, une marche à reculons. Alors, quelles sont les leçons que nous tirons? Parce que je voudrais préciser que le Congo aujourd'hui n'est pas seulement une émission informative, mais c'est aussi une émission qui forme. C'est une émission qui nous permet de tirer des leçons partant de notre passé et de notre présent, afin, n'est-ce pas, de créer une atmosphère de prospérité pour l'avenir de notre pays. Je vais directement passer à la première question. Je crois que ma première question, je vais l'adresser à l'historien Norbert Mbou. Le Congo accède à la souveraineté internationale en 60. Alors, au-delà de l'émeute qui a eu lieu le 4 juin 59, au-delà de la publication du manifeste de la conscience africaine, quels sont, selon vous, les éléments qui ont vraiment déterminé cette accession à l'indépendance? Oui, l'événement, vous venez de mentionner, du 4 janvier 1959, on appelle cet événement-là le fait accélérateur de l'indépendance.
Mais il faut dire, l'indépendance du Congo est quelqu'un qui l'a bien schématisé dernièrement. C'est le professeur Mbala qui a dû expliquer. Le phénomène d'indépendance, c'est un phénomène qui est un droit des peuples. Donc déjà, au lendemain de contact entre le peuple du Congo actuel et l'Européen, le premier contact en 1482 avec Diego Cao qui est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo, voilà, avant de commencer des relations diplomatiques entre le Royaume Congo et le Portugal. Et rappelez-vous, si le Royaume Congo à l'époque, quand Diego Cao est arrivé et des années après, a eu à avoir ces relations diplomatiques avec le Portugal, avec le Royaume du Portugal, et même avec le Vatican, parce que quand vous allez au Vatican aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'un des ambassadeurs du Royaume Congo est mort et enterré même au Vatican. S'ils ont eu à avoir les échanges d'ambassadeurs, c'est-à-dire que le Royaume Congo à l'arrivée de l'homme blanc était au même pied d'égalité que... C'était un royaume organisé. Structuré. Donc voilà, donc c'est en ce moment-là, lorsqu'on va avoir la grande bataille d'Ambuila, où les Portugais vont pour la dernière fois démanteler le royaume Congo, il faut dire que c'est en ce moment-là qu'il faut situer la lutte même d'indépendance. Voilà. Parce qu'on a eu... Donc, cette lutte remonte de très longtemps. On a eu les Kimpavita, on a eu... Et maintenant, même avec les explorations, avec les Stanley qui vient explorer le Congo en faisant 999 jours de l'Est de l'océan Indien juste à Boma, il rencontre des populations qui refusent. Voilà, et une résistance. Une résistance. Donc, le peuple avait le désir de rester indépendant. Même la traite négrière. Vous savez, par exemple, quand on nous parle de la traite négrière, et c'est ça que nous, souvent, nous aidons nos amis caribéens, parce que l'homme blanc a mis dans sa tête que l'Africain a vendu son nom. Voilà. Or, nous a pris dans l'histoire, c'était des razzias. Donc, on faisait des kidnappings. Alors, maintenant, en 1885, même lorsque Stanley et les autres explorateurs vont faire signer des contrats en Afrique et au Congo, les peuples vont aussi résister. On va voir la révolte des Batete là, on va voir ci par là, dans des royaumes, des gens qui vont assassiner les colons. Voilà. Donc voilà un peu, et ça ce sont des histoires très importantes toujours à mentionner. Et on va voir les deux guerres mondiales, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, auquel le Congo va faire une grande participation avec ce que nous appelons aujourd'hui les anciens combattants. Donc, après ces deux guerres mondiales, surtout la deuxième guerre mondiale, lorsque les anciens combattants reviennent, d'abord les anciens combattants vont avoir beaucoup d'exploits. Quand vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, nous avons des noms des rues qui sont en fait les noms des lieux des victoires de la force publique congolaise, non pas seulement le rond-point lui-même Victoire, vous voyez Victoire, force publique, Assosa, Gambela, Sayo. C'est là où donc le Congo, la force publique congolaise a remporté la victoire même contre les Allemands. Donc en commençant du Congo jusqu'à Abyssinie. Abyssinie, l'Éthiopie aujourd'hui, c'est comme ça, vous avez cette avenue Éthiopie. Donc voilà comment est-ce que la force publique, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et là, il va avoir un événement très capital à Abyssinie, en Éthiopie, c'est que le Congolais Likili va arrêter les généraux italiens. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans notre armée, quand vous entrez dans l'armée, on dit que vous êtes un Likili. En fait, c'est parce que le Congolais qui avait arrêté les Italiens, il s'appelait Likili. Alors, Likili n'est pas une déformation de recrue. Non, c'est vraiment c'est un haut fait d'armes. Donc voilà, lorsqu'ils reviennent après la Deuxième Guerre mondiale, ils se rendent compte que, en fait, on est égaux. Et on est égaux, et en ce moment-là, des associations commencent à se créer. On a eu beaucoup d'associations tribales, mais la première association tribale qui a eu un impact dans notre indépendance a été fondée par Nzenza Landou. C'est l'ABACO, qui était une association, l'association pour la défense de la culture des Bakongo. Et l'ABACO, c'est l'ABACO qui va devenir un parti politique, surtout sous la présidence de Joseph Kasavubu.
Donc voilà, là nous sommes en 1956. Alors maintenant, pour comprendre ce qui est arrivé avec l'accélération que vous avez mentionnée du 4 janvier 1959, il va y avoir plusieurs peuples qui vont être indépendants. On va avoir notamment en Asie, avec la défaite des Français qui vont perdre avec la grande bataille de Dien Bien Phu, on va avoir l'Allemagne qui va perdre ce territoire d'Afrique. Donc le Rwanda et le Burundi, par exemple, vont être donnés à la Belgique. Donc on deviendra le Congo-Rwanda-Urundi. Donc, et la France qui vient de perdre la guerre d'Indochine à Dien Bien Phu avec le général de Gaulle. D'ailleurs, le général de Gaulle va créer une résistance en venant d'abord à Londres avant d'aller mettre en place un gouvernement en exil à Alger. Voilà. Donc, si je me permets de vous interrompre, nous voyons en fait que ce désir de l'indépendance vient de très loin. Mais de manière succincte, lorsque nous nous approchons vraiment de 59. D'abord, il faut l'événement Lumumba. Voilà. Lumumba, c'est une figure aussi emblématique de notre indépendance, mais il ne vient pas du néant. Lumumba a fait beaucoup la prison. Il a travaillé à la poste à Elisabethville. Et lorsqu'on l'arrête, il vient à Kinshasa, ses amis trouvent pour lui du boulot comme chargé de marketing de la bière Polar, qui était placée par l'Après Congo. Et Lumumba qui parle Lingala, qui parle Swahili, et qui aussi c'est un évolué, non pas seulement qu'il est très populaire parce qu'il est ami de Wendo et de tous les grands musiciens, de Jeff Calais, mais aussi il aime faire la politique. Voilà. Donc, il va adhérer au MLC. MLC a été créé en 1958 après que les évolués soient venus en Belgique. Lorsqu'ils rentrent après ce qu'on appelait à l'époque, il y a eu une visite des évolués en Belgique. Et là, au retour, il crée un parti politique. Voilà. Donc ça c'est très important. Vous avez mentionné Kassavubu avec l'Abaco. Vous avez maintenant mentionné Lumumba et les évolués. Ils sont partis en Belgique, ils sont revenus et ils ont une mentalité changée. Je vais tourner vers le docteur Florent Poumou. Docteur, quel est votre aperçu de ces événements au-delà du 4 janvier, pardon. Quels sont les autres éléments qui ont déterminé cette soif de l'indépendance du Congo? Bon, d'abord, ce n'est pas selon moi, c'est l'histoire. L'histoire, nous ne la faisons pas, nous apprenons. Voilà. Voilà. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que, un peu comme a dit Norbert, il est allé très loin à puiser jusqu'à vraiment au fin fond de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais il y a eu des facteurs que je peux dire internes à la République démocratique du Congo, et puis des facteurs internes à la Belgique, et des facteurs que je peux appeler internationaux. Des facteurs internationaux, comme il a dit, il y a eu ces mouvements de libération de beaucoup de pays pendant cette période, dans la Malaisie, donc beaucoup de pays devenaient indépendants. Il y avait un climat de libération, un peu comme à l'époque de la perestroïka. Voilà. Les gens cherchent à se libérer. Voilà. Alors, les facteurs internes du Congo, Norbert a dit cela, il y a eu des mouvements qui ont commencé à naître au Congo. Il y a eu la publication du manifeste de la conscience africaine. En fait, la publication de ces manifestes, c'était une réponse à la réflexion faite par Van Bilsen sur l'indépendance du Congo. En fait, Van Bilsen, c'était à cette époque-là quelqu'un qui réfléchissait, un penseur, comme on dit. Elle a été, je ne sais pas si on lui a confié cette mission ou lui-même a pris en charge le fait de penser à l'indépendance du Congo. Il a publié son plan pour l'émancipation du Congo. Voilà. Van Bilsen n'a jamais proposé un plan d'indépendance du Congo en 30 ans. C'est faux. Il a pensé à l'émancipation du peuple congolais, et dans sa vision, c'était que la Belgique allait former une fédération avec le Congo. Et le manifeste est venu en réponse à cet élément-là. Dirigé par les prêtres, Iléo était là, Joseph Maloula était là aussi derrière. Ils ont publié ces documents. Le document, en fait, acceptait le plan Van Bilsen. Ça commence d'ailleurs par une phrase: le Congo va avoir 30 années de travail sérieux jusqu'à l'émancipation du peuple congolais. Alors, au niveau de la Belgique, donc au niveau du Congo, Norbert a longtemps parlé de ça, je ne veux pas revenir sur cela. Abaco, Lumumba et tous les mouvements qui ont commencé. Voilà, au niveau de la Belgique, il y avait deux mouvements. La Belgique, il y avait les conservateurs et les progressistes. Ce n'est pas tout le monde en Belgique qui voulait conserver le Congo.
Parce que pendant cette époque-là, comme il fallait préparer le Congo à l'indépendance, la Belgique devrait construire des infrastructures, devrait construire des écoles, arranger la santé. Ça coûtait aussi à la Belgique à cette époque-là. Ils ont retiré tout ce qu'ils voulaient. Et il y a une grande partie de la Belgique qui voulait donner l'indépendance au Congo. Alors, donc j'ai parlé des facteurs internationaux internes nationaux que Norbert a cités, Oui. les facteurs internes de la Belgique. Donc, il y a eu la publication de Van Bilsen Plan qui a commencé à préparer les Belges finalement à l'indépendance du Congo. Le plan Bilsen a été reçu, en tout cas avec succès au niveau de la Belgique. Beaucoup de gens étaient très contents que ça puisse prendre 30 années au Congo de devenir indépendant. Mais, d'ailleurs, à cette époque-là, la Belgique a même a fait une commission qui est venue au Congo discuter avec les Congolais sur l'indépendance du pays. Et d'ailleurs, cette commission-là a aidé aussi les mouvements comme la BACO de devenir un peu plus politiques. Parce que vous allez voir, malgré que la BACO était un mouvement culturel, lorsque la BACO a réagi au plan Van Bilsen, au manifeste de la conscience africaine, ils ont reproché le fait qu'ils n'avaient pas prévu des partis politiques. Donc déjà à cette époque-là, ils pensaient devenir un parti politique. Donc ce sont ces trois facteurs-là qui ont aidé à notre pays, qui ont aidé le Congo plutôt à devenir indépendant. L'élément le plus important, comme Norbert a dit, c'était le 4 janvier. Ce jour-là, la BACO devrait rendre compte parce qu'il y avait un meeting qui a réuni les africanistes à Accra. Lumumba a participé. Kassabou n'était pas là. On ne lui a pas donné le visa. On ne lui a pas permis de quitter le pays. Je crois qu'ils étaient présentés par Diomi. Diomi, en fait, Diomi le papa a représenté la BACO. Alors, ils voulaient rendre compte au peuple, à leurs sympathisants, de ce qui s'est passé au Ghana. Les Belges ont refusé que le meeting puisse avoir lieu. Les gens s'étaient réunis à cette plaque de YMCA, comme on dit en anglais. Et place Victoire aujourd'hui. Ce même jour, Vita Club, c'est le V-Club à cette époque, jouait contre Mikado. Ils ont perdu 3-1 au stade Tata Raphaël, stade du Verma qu'on a, je ne sais même pas comment ça s'appelle aujourd'hui. On appelait ça Verma à l'époque de Mobutu. Les gens de V-Club sont venus, déçus, ils ont trouvé les gens de la BACO qui manifestaient. Et ça a pris de l'ampleur. Les gens étaient vraiment très étonnés, les Belges, que les choses soient arrivées à ce point-là. En fait, ce n'était pas quelque chose de préparé, c'est arrivé par circonstances. Voilà. Donc, je veux rebondir sur cette question pour parler de... Vous avez parlé des conservateurs en Belgique. Il y avait deux mouvements, le progressiste et les conservateurs. Oui. Et donc, nous voulons comprendre pourquoi le Belge tenait si tant à leur colonie congolaise. Quel était en fait l'apport économique, financier du Congo à l'époque pour le royaume de la Belgique, M. Norbert? Oui, il faut d'abord dire qu'après les deux guerres mondiales, la Belgique est le seul pays européen qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. Sans dette. À cause de sa colonie. De sa colonie. Parce que lorsque, en 1885, le Congo devient l'État indépendant du Congo, c'est le seul pays africain qui est donné à un seul homme, au roi de Belge, Léopold II, qui en a fait son pays à lui. Donc le roi Léopold II prend le Congo jusqu'en 1909. Lui aussi, il fait une bonne affaire avec notamment le caoutchouc. Donc lorsqu'il cède le Congo à la Belgique, donc lorsque le Congo devient en 1908 le Congo belge, les Belges commencent d'abord l'exploitation du Congo. Ils se rendent compte, et un des géologues qui est arrivé au Congo a dit que c'était un scandale géologique. Donc ils ont commencé à exploiter les minéraux. On a mis en place l'union minière, on a mis en place la mine, l'exploitation diamantaire de Bakwanga. Et la Belgique va comme ça, notamment en 1940-45, avec l'uranium congolais, qui va servir à fabriquer la première bombe atomique. La Belgique va devenir très riche. Et le cuivre congolais sera chaque fois traité en Belgique. Donc voilà comment est-ce que la Belgique tire comme ça grand profit de sa colonie. Donc et c'est comme ça que les historiens disent que, comme on dit par exemple que le Nil, l'Égypte est le don du Nil,
on dit aussi que le Congo est le don de la Belgique. Donc sans le Congo, la Belgique ne serait pas la Belgique aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, en 1960, c'est une Belgique qui a quand le docteur a parlé de Mikado, qui a joué le match avec Vita Club, mais Mikado, c'est l'équipe de la Sabena. Ouais. Donc, la Sabena, qui était, avant 1960, l'une des plus grandes compagnies aériennes européennes. La compagnie maritime belge, qui était l'une des plus grandes compagnies maritimes belges. Le port d'Anvers. Donc, vous comprenez que l'impact économique de la Belgique a fait à ce que, les conservateurs se disent, mais si ce pays-là doit devenir indépendant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que on en parlera vers la fin, parce qu'on sent que cette tendance persiste encore. Je vais tourner vers Dr Florent. Je crois que nous avons deux tendances par rapport au discours que vous avez tenu tout à l'heure. Donc nous avons le plan Van Bilsen, comme vous l'avez décrit. Ce n'est pas un plan qui prévoit l'indépendance du Congo. C'est un plan qui voudrait tout simplement faire progresser un peu les choses, mais que la Belgique ait toujours une main mise sur la colonie, que le Congo reste une colonie belge. Mais en même temps, nous avons le mouvement mené par Lumumba et tout ça, qui voudrait qui a une autre pensée, un autre discours. Comment en est-on arrivé là-bas? Pourquoi il y a ces deux tendances? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu à la question que vous avez posée à Norbert, sur ajouter un peu quelques éléments un peu sur la réponse de Norbert, qui était une très bonne réponse. En fait, lorsque le roi Léopold II a conquis le Congo, s'il faut parler ainsi, l'entreprise n'a pas produit tout de suite. Au début, ça a coûté beaucoup d'argent. Il s'est même endetté auprès du gouvernement de Belge, à peu près 50 millions, si je me souviens bien, et qui devait être échelonné sur 10 années. Vous allez voir, vous allez entendre souvent parler du contentieux belgo-zaïrois ou belgo-congolais. En fait, le contentieux est venu des sommes d'argent que la Belgique et le Congo devraient payer, mais finalement que le Congo a payé tout seul. Et voilà, ça, on en parlera peut-être un jour. Donc, d'abord, au début, quand ça a commencé, ça ne coûtait pas, ça coûtait très cher au roi Léopold II. Et l'économie à cette époque-là était basée sur le commerce de l'ivoire. Ça ne rapportait pas beaucoup jusqu'à ce que l'industrie automobile est arrivée. Alors là, ils ont trouvé que voilà, nous pouvons maintenant leur vendre du caoutchouc. Ils ont vendu beaucoup de caoutchouc aux États-Unis, en Allemagne, toutes ces entreprises-là qui commençaient à fleurir, si je peux dire comme ça, à naître. D'ailleurs, je me rappelle, un jour, j'étais aux États-Unis, j'ai vu une société où on fabriquait des pneus. Je suis entré, je me suis arrêté. C'était vraiment presque un délabrement. J'ai rencontré un vieux blanc. Je lui ai posé la question de savoir, j'ai dit, ben voilà, j'ai su où comme ça. On a commencé à parler du Congo. Il m'a parlé de cette société. Il m'a dit, dans le temps, le caoutchouc venait du Congo. Alors je me suis dit, ah bon, donc l'histoire n'est pas vraiment très loin de nous. Donc, alors, après les caoutchoucs, il y a eu les mines, les minerais, comme Norbert a dit. Mais l'importance de la Belgique, c'était quoi? À part les redéfenses minières que toutes les entreprises qui exploitaient le Congo faisaient, le Congo était devenu aussi un grand marché pour la Belgique. Beaucoup d'importations, d'exportations de la Belgique arrivaient au Congo. Et vous allez voir que lorsque l'Union minière, par exemple, contribuait à peu près vers les années 1950, à peu près de 27% au budget du Congo belge. Dès que le Congo devient indépendant, les Belges voulaient se l'approprier. Donc c'est un peu ça. Donc l'intérêt de la Belgique était, comme Norbert a dit, non seulement les militaires qui se donnaient à la Belgique, mon grand-père était ancien combattant. Il a le mien d'ailleurs aussi. Ouais, donc je connais les Sayo et tous ces histoires-là, les Sosa, ils nous chantaient ça chaque jour. Donc c'est un peu ça, la Belgique avait tout intérêt économique, géostratégique pour le Congo. Alors pour répondre à votre question, comment on arrive à cette dichotomie? Voilà. Je vais d'abord dire ceci. Vous savez, Mobutu disait toujours que après moi c'est le chaos. En fait, après moi c'est le chaos. C'est le chaos. En fait, c'était le plan Bilsen proposé aux Congolais. Il nous dit, écoutez, ou vous aidez, vous acceptez que la Belgique puisse vous aider à vous émanciper. Doucement, nous préparons votre élite. Ou bien vous acceptez le chaos. Donc les Belges disaient, après nous c'est le chaos. Donc ce n'est pas une histoire qui est venue de Mobutu. Donc voilà. Cette dichotomie est venue du fait que les Belges voulaient... Quand les Belges sont arrivés au Congo, quand ils voulaient donner l'indépendance au Congo, ils voulaient qu'il y ait une indépendance d'abord à deux étapes. D'abord, ils voulaient une émancipation.
Ils ont dit, si ces gens-là peuvent accepter qu'ils deviennent une fédération avec nous, ça serait une bonne chose. Donc les Belges, dans leur tête, c'était une émancipation. Et ils ont pensé vraiment à cela. Ils ont mis en garde les Congolais contre l'indépendance totale. Donc la dichotomie est venue du fait que quand Lumumba est venu, Lumumba lui voulait une indépendance totale. La Bako aussi un peu, parce que quand ils ont répondu au manifeste de la conscience africaine, ils ont dit, nous voulons une émancipation totale. Donc c'était ça, et nous allons voir ça dans le discours qui ont précédé. On peut voir comment est-ce que ces gens-là pensaient différemment. Donc les Belges voulaient donner l'indépendance. Vous allez voir lorsque le roi Baudouin, parce que vous savez, nous ne lisons pas souvent ces discours. Il faut les lire, c'est très important. Nous consacrons toujours au discours de Lumumba. Si vous lisez les discours de Kasavubu, on va arriver à ces discours-là. Voilà, donc il y avait une différence dans l'approche des Belges. Oui. Lorsqu'ils proposent le plan Van Bilsen, est-ce qu'il y avait, supposons que le Congolais avait accepté ce plan, c'était avantageux pour le Congolais de progresser comme ça de manière lente, de s'émanciper, plutôt que parce que je pouvais me dire que les leaders congolais se sont inspirés, comme M. Norbert l'a dit, des autres pays africains qui avaient déjà accédé à l'indépendance et voulaient une indépendance totale et immédiate. Mais le plan de 30 ans, était-il si mauvais que cela? Bon, c'est une question vraiment difficile à répondre. Moi, je vais mettre mon intelligence dans cette réflexion. Bon, ça, j'aurais voulu que ce soit une question de la fin. Quand on fait la conclusion de est-ce que c'était bon, c'était mauvais. On la garde pour la fin. Et donc, nous sommes, M. Norbert, très important, nous sommes à la veille de cette indépendance-là. Et nous sommes en Belgique. 3 discours se donnent. Le discours du roi de Belge, le discours de Kasavubu et le discours de M. Patrice Lumumba. Comment est-ce que vous jugez ces 3 discours, M. Norbert? 3 points avant qu'on en arrive là. Après les émeutes du 4 janvier, voilà. Il y a eu le message du roi et le gouvernement le 13 janvier qui dit qu'il va accompagner les Congolais à l'indépendance. Et pour le faire, une commission va venir rencontrer les Congolais. On décide d'avoir la table ronde. Donc, voilà. on va amener tous les politiciens, ou ceux qui se disaient politiciens, ceux qui avaient des partis politiques en Belgique, voilà. Du 20 janvier au 20 février. Un mois. Pendant l'hiver. Voilà. Et malheureusement, Lumumba est en prison. Voilà. Lumumba ne sera pas de la partie. Pour quelle raison est-ce? Lumumba avait organisé, avant le 20 janvier, il y a eu des congrès des partis. Le premier congrès, c'était le congrès de Kisantu, qui réunissait autour de la Bako tous les partis indépendantistes. Parce que la Bako était le premier parti qui voulait les mots qu'utilisait Joseph Kasavubu, que la Belgique devait remettre les clés immédiatement. Voilà. Donc, le MLC qui s'était scindé, parce qu'après, les gens qui avaient fondé leur MLC ont trouvé que Lumumba, un outsider, est devenu président. Il y a eu MLC Lumumba et MLC Kalonji. Donc, il y a eu donc le congrès de MLC à Stanleyville. Il y a eu des émeutes, les gens sont morts, Lumumba a été arrêté. Donc, ils arrivent à la table ronde, et à la table ronde, ils forment le Front commun. Dirigé par le plus âgé, Jean Bolikango. Voilà. Donc le Front commun est aidé par Thomas Kanza et par les étudiants congolais qui étaient en Belgique, qui disent vous devez parler d'une seule voix. Donc premier point, indépendance du Congo. Deuxième point, il faut que Lumumba sorte. Donc dans la précipitation, 2 jours après, on décide que l'indépendance est pour le 30 juin. Alors comment pour le 30 juin? Parce que Jean Bolikango, c'est Kamitate qui propose cette date-là, parce que il a été soufflé par une famille belge qui était à Leverville, Lusanga aujourd'hui, que les Belges voulaient se jouer des Congolais. Donc, alors Jean Bolikango dit, comme l'État indépendant du Congo était devenu une colonie, était devenu l'État indépendant du Congo le 1er juillet 1885, parce que la proclamation de l'État indépendant du Congo était à Vivi en 1885. Oui. Donc c'est mieux que nous puissions avoir l'indépendance le jour avant, voilà. Le 1er juillet. Donc c'est un peu comme si on annulait. Voilà, on annulait. Voilà. Donc, alors, on décide de l'indépendance avant de savoir comment est-ce qu'on va y accéder. Donc voilà un peu comment on met la charrue devant les... Nous sommes à la table ronde. Et nous avons 3 discours importants. Non, les 3 discours, c'est le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance. Voilà, donc, maintenant, quand les politiciens reviennent le 20,
on a 4 mois pour mettre en place un gouvernement, pour mettre en place la police, la monnaie. C'était trop. Alors, on va voir le 29, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est que, entre-temps, j'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le docteur a parlé d'un fait important, le phénomène internationaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va vivre ce qu'on connaît dans l'histoire, la guerre froide. C'est-à-dire que l'Allemagne est vaincue, mais les Russes vont avoir à leur côté tous les pays qu'on appelle les pays de l'Est, Voilà. mais les Américains vont aussi avoir leurs alliés. Alors les deux blocs, on va avoir deux blocs qui vont vivre comme deux chiens de faïence. C'est-à-dire qu'ils se guettent sans se bagarrer. Donc un chacun a besoin des alliés. Et le Congo devient la ligne de front de la guerre froide. Voilà. Pourquoi? Parce que les Américains se rendent compte que c'est lui qui maîtrise le Congo, non pas seulement qui maîtrise toutes les ressources naturelles, notamment le cobalt qui sert pour la fabrication des armes, l'uranium, mais on voit aussi que vers le sud, il y a le mouvement indépendantiste qui sont supportés par le bloc de l'Est, notamment l'Angola. Donc le Congo devient une ligne de front de la guerre froide. Donc c'est le seul pays qui, à son indépendance, on va avoir les délégations du monde entier qui vont arriver le 29. Et même l'ONU qui s'est créée a envoyé le vice-secrétaire général qui est arrivé. Donc, Léopoldville va se retrouver un peu au-dessus de ce qu'ils espéraient. Donc, on va avoir la guerre froide qui est transposée au Congo. Voilà. Maintenant, la guerre froide... Ça nous amène vers les discours... au 30 juin. Au 30 Donc, juin. au 29, on a déjà les germes du... Au 30 juin, le matin du jeudi 30 juin, on prévoit 2 discours officiels. Voilà. Le discours du roi Baudouin, qui donne l'indépendance, et le discours du président Joseph Kassavo. Mais n'oubliez pas, il va y avoir un fait. La loi fondamentale, la première constitution congolaise, cette première constitution est calquée sur le modèle belge et sur le modèle britannique. C'est-à-dire que le président règne mais ne gouverne pas. Mais c'est le premier ministre Lumumba qui a la majorité. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Ouais. Alors le premier ministre attend la copie du discours c'est comme ça se fait ici. Quand la reine va parler, c'est le gouvernement qui lui donne le discours. Ouais. Donc Lumumba apprend le soir du 29 que Kassavou va parler, mais lui n'a pas vu le discours. Il a dit non, mais c'est moi qui dois écrire le discours. Donc ses amis belges et ses amis tous les gauchistes africains, les Diallo Telli, les envoyés spéciaux de Nkwame Nkrumah et les restes, lui disent toi, tu dois aussi composer ton discours. Donc, lui, il compose son discours toute la nuit. Le matin, alors officiellement, il n'y a que 2 discours, on apprend par la presse que Lumumba va parler. Mais les gens disent, mais comment il va parler parce qu'il n'est pas prévu. Donc, on a le premier discours du roi. On va d'abord avoir le Tédéum le matin à 9h à la cathédrale Sainte-Anne. Après, on vient à l'actuelle présidence qui était à l'époque le bureau des 2 chambres réunies. Donc, le roi va avoir son discours qui est un discours très paternaliste voilà. Pour vanter l'œuvre de la colonisation. Le bienfait de la colonisation. Et puis, Kassavou va répondre aussi sur un ton aussi modéré. Mais Kassavou va changer son discours parce que le premier discours de Kassavou était très flatteur. Voilà. Quand il a appris que Lumumba va parler, il a dû enlever beaucoup de paragraphes où il avait beaucoup de flatteries. Voilà. Donc pendant que les 2 sont en train de prononcer leur discours, Lumumba était en train de corriger le sien. Mais pourquoi il corrigeait le sien? Parce que le matin du 29, du 30, il appelle Thomas Kanza. Et il donne son discours à Thomas Kanza pour corriger, pour le mettre en bon français. Parce que Thomas Kanza et Bomboko étaient les 2 universités dans le gouvernement de Patrice Lumumba. Donc, lorsque ils arrivent au Palais de la Nation, donc Lumumba corrige son discours, mais son discours... D'abord, Thomas Kanza avait les déconseillé pour lui dire ce n'est pas un discours qu'il faut prononcer le jour de l'indépendance, peut-être au stade. Mais Lumumba ne l'entend pas de cette oreille. Donc voilà comment est-ce qu'après les 2 discours prévus, le discours de Lumumba va être un discours, il faut dire, moins protocolaire, il faut le dire. Mais même s'il disait la vérité. Mais vous savez que dans ce genre de choses, Sa Majesté ne se laisse pas léser. Et Sa Majesté s'est laissé léser. Le roi voulait même quitter le Congo immédiatement après les cérémonies de l'indépendance. Voilà.
Ça c'est important. Je vais tourner vers le docteur Florent. Je voudrais que nous puissions nous focaliser maintenant sur le discours de Lumumba même. Oui. Et pourquoi ce discours a outragé tant le Belge? Quels ont été les éléments contenus dans ce discours? Est-ce qu'il y avait des vérités que le Belge ne voulait pas entendre ou c'était tout simplement un discours injurieux? Merci beaucoup, Gilles. Comme Norbert a dit, il faudrait se mettre vraiment dans le contexte géopolitique interne du Congo pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, les Belges sont venus avec une idée. Ils ne voulaient pas donner l'indépendance totale du Congo. Malgré que, comme Norbert a dit, les Abako disaient « donnez-nous les clés ». Vous allez suivre dans les discours de roi Baudouin. Il dit « on vous remet les clés de l'administration, de ceci ou cela ». Un peu, pour essayer un peu de reprendre l'idée de l'Abako. Donc, il a fait un discours paternaliste, c'est vrai, il a vanté toutes les bénédictions que le Congo aurait reçues de la Belgique à partir de l'époque de l'État indépendant du Congo et même avant, avec la civilisation, on vous a amené des infrastructures, des trucs comme ça. Bon, quand Kasavubu est venu, il a fait aussi un peu l'apologie de la colonisation. Il confirme un tout petit peu ce que... Et comme Norbert a dit, le roi pendant le jour-là, il avait un discours déjà imprimé, on a donné ça aux gens. Alors qu'il était là, en train de prononcer son discours, il a sauté, ou il n'a pas cité une grande partie du discours. Voilà. Mais vous allez voir ça, ça se trouve sur Internet. Alors donc, les discours de Kasavubu allaient un peu dans le même sens que les discours des rois de Belge, qui étaient là, et d'ailleurs, Kasavubu faisait beaucoup allusion au fait que nous allons travailler ensemble. Nous serons bien heureux de recevoir votre soutien. Mais les discours de Lumumba, si vous lisez, vous savez, j'ai eu le temps de lire la plupart des discours prononcés pendant l'époque de l'indépendance. Vous écoutez les discours de Kwame Nkrumah, tous ces gens-là, ils n'avaient pas des discours comme les discours de Lumumba. Vous avez donc le discours de Lumumba, c'était un discours vraiment non protocolaire. En quoi est-ce qu'il était différent? D'abord, il ne s'est même pas adressé au roi de Belge. Voilà. Vous allez voir que Kasavubu commence par excellent, il parle au Congolais après. Lumumba a commencé directement à parler au Congolais. Et il les appelle combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Donc c'était déjà une confrontation dès la première phrase. Il n'a même pas, c'était sans protocole plutôt. Il ne dit absolument rien du roi de Belge. Et de Belge. Et de Belge. Ok. À part ça, il va citer toutes les souffrances qui étaient vraies, comme Norbert a dit, que le Congo ont vécu pendant la colonisation. Et son discours était un contrepoids du discours du roi. Vraiment un contrepoids. Voilà. Et il y avait beaucoup de menaces dans ses discours. Il dit par exemple ceci: nous allons coopérer avec tous les pays étrangers qui vont vouloir s'associer à nous. Alors que les Belges se trouvaient comme premiers partenaires. Voilà. On dit non, ces gens veulent nous défoncer ici. Et il ajoute encore une autre menace, il dit les étrangers qui sont ici, ils doivent se conformer à nos lois. S'ils ne conforment pas à notre justice, ça va les foutre à la porte. Or, les étrangers à cette époque-là, c'était des Belges. Général, principalement les Belges. Voilà. Donc, ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés. Voilà. Donc, c'était un discours qui était mal à propos. Je me dis toujours que c'était bien, mais j'aime beaucoup, ça c'est vraiment une réflexion personnelle. Quand vous écoutez par exemple les discours de Nelson Mandela, moi j'étais en Afrique du Sud à cette époque-là, quand il était élu président. Vous voyez le discours, un discours qui parle de l'apartheid, mais qui remercie aussi des gens comme des clercs pour ce qu'ils ont fait pour aider à cette indépendance. Donc voilà un peu ces trois discours-là et les discours de Lumumba, ça fâchait les gens parce que c'était vraiment anti-discours qu'on entendait à cette époque-là et c'était un discours un peu menaçant et c'était un discours qui disait des vérités qui ont vraiment blessé les Belges. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces discours, nous le ferons peut-être... peut-être qu'il faudra venir avec ces discours et essayer de l'analyser un peu, de dire s'il fallait refaire l'histoire, est-ce qu'il fallait prononcer le même discours, je ne sais pas. Mais déjà, nous sommes vers les années 60 et nous voulons parler de Mobutu. Oui. Et nous voyons déjà deux coups d'État qui s'installent. D'abord en 60, déjà il y a l'installation du collège de commissaires généraux et ensuite le 24 novembre 65. Alors, comment ce pays qui a accédé à l'indépendance et tout ça, comment est-ce que ce pays est acheminé vers cette voie de coup d'État, Dr Norbert? Monsieur Norbert, s'il vous plaît. Oui, il faut dire que déjà l'indépendance qui avait été donnée, qui avait été conquise par les Congolais et octroyée par les Belges, avait déjà des germes de coup d'État.
d'abord la loi fondamentale elle-même, la Constitution. Il y avait le partage du pouvoir entre le Premier ministre et le président, comme je l'ai dit, était calqué sur le modèle belge. Donc le Premier ministre comprenait les choses d'une façon, le président comprenait aussi de sa façon. Voilà. Mais il ne faut pas oublier le rôle combien néfaste joué par les taupes. J'ai dit, le Congo était devenu une ligne de démarcation de la guerre froide. Donc on a eu autour de Patrice Lumumba tous les gauches, de tous ceux qui venaient de l'URSS et de tout le pays rouge entre guillemets. Il y a une secrétaire à Lumumba, Madame André Brune, qui appelait le cabinet du Premier ministre la tour de Babel, de Babel Tower. Mais il avait aussi chez Kasavubu, il avait des tours de Babel chez chaque politicien. Chez Kasavubu, on avait non pas seulement les Belges, parce que tous les Belges, même Van Bilsen était devenu conseiller de Kasavubu. Mais il y a aussi le rôle de l'Église catholique. Parce qu'on décrivait, pendant la guerre froide, à cause de l'idéologie communiste, les communistes étaient athées. Donc on craignait qu'il faut tout faire que ce pays ici ne tombe pas entre les mains des communistes, parce que s'il tombe entre les mains des communistes, on sera un pays athée. Alors qu'on était à 60% catholiques, et surtout que les catholiques avaient investi en fondant en 1954 la première université catholique d'Afrique noire, l'université de Lubanian, avec avec un élément atomique. Alors il fallait craindre. Donc voilà, ce sont ces éléments-là, je crois, qui ont beaucoup joué pour créer ces gerbes déjà. Donc Mobutu va se retrouver bombardé colonel parce que on va avoir des événements la première semaine de l'indépendance. C'est qu'il va y avoir les émeutes, et ces émeutes-là vont être, c'est un peu le général Janssens de la force publique qui va mettre un peu de l'huile au feu, parce que alors qu'on était indépendant, alors qu'on célébrait l'indépendance, lui, dans une parade au camp Léopold, le camp Kokolo, il va écrire sur un tableau noir que pour les militaires, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Alors les militaires se sont dit, mais si c'est comme ça, mais nous on ne gagne rien. Donc, c'est les émeutes, un commentaire qui a été mal. Alors, il va avoir un conseil de ministres direct. Parce que Lumumba était premier ministre et ministre de la Défense nationale. Et parce que les Belges ont commencé déjà à traverser et que l'armée se retrouvait sans commandant, il fallait maintenant africaniser l'armée. Et qu'est-ce que Lumumba a fait directement? Il a nommé Joseph Désiré, qui a fait un peu l'armée. Alors, il en a fait un colonel, au grade, le chef d'état-major au grade de colonel. Et lui ne savait pas que Joseph Désiré était déjà un infiltré de la CIA et des services de sécurité belges. Donc voilà, Joseph Désiré qui se retrouve maintenant sur le devant de la scène, qui commence pratiquement à diriger le pays. Et c'est comme ça qu'à cause du problème qu'il y a eu le 5 septembre où la crise va opposer le Premier ministre et le chef d'État Kasavubu, le chef d'État va démettre le Premier ministre le 5. Le Premier ministre, pendant la journée, 3 fois de suite, il va dans la radio. Il va démettre aussi le chef d'État. Donc on s'est retrouvé sans chef d'État et sans Premier ministre. Et c'est comme ça que Mobutu, sûrement avec le conseil de la CIA, il fait déjà, il dit officiellement, il va neutraliser les politiciens pour donner le pouvoir aux commissaires généraux, qui étaient des étudiants congolais qui étaient en Belgique. On a dû rappeler pour dire, vous allez gérer le pays pendant un temps, on va mettre les politiciens en quarantaine. Mais quelques temps après, on se rendra compte qu'avec surtout le soutien de la CIA et de la MONUSCO à l'époque qui était sur le terrain, et de l'Église catholique, en fait, Mobutu a fait un coup d'État contre Lumumba, mais pas contre Kasavubu. On a laissé Kasavubu avec tous ses pouvoirs, mais pas Lumumba. Donc voilà le premier coup d'État de Mobutu. Voilà. Et donc on se rend compte que juste après l'indépendance du Congo, le Congo entre déjà dans cette zone sournoise de coup d'État, et donc on ne vit vraiment pas la démocratie. Je vais tourner vers Dr Florent. Et après toute cette époque, on va tourner encore vers Lumumba. Lumumba est assassiné. Pourquoi Lumumba doit être éliminé? Pourquoi les politiciens congolais sont arrivés au point de trahir un de leurs? Pourquoi Lumumba gêné? Ok, merci beaucoup. Encore une fois, Gilles.
je voulais juste dire un mot. Norbert a parlé d'André Bowen. On raconte que c'est elle qui aurait rédigé les discours de Lumumba. Ok. Okay. Vous savez l'histoire du Congo, nous ne connaissons pas très bien. Beaucoup ont pensé que c'était Jean Van Lierde, mais il a dit lui-même, ça se trouve sur YouTube, que c'est pas moi. Mais les enquêtes que nous avons essayé de mener nous-mêmes, nous avons pensé que c'est probablement cet André qui aurait écrit les discours de Lumumba. Ok, d'accord. En fait, Lumumba, comme j'avais dit auparavant, représentait l'indépendance totale, comme il voulait faire entendre aux gens déjà à cette époque-là, indépendance à laquelle la Belgique était opposée. Bon. Donc c'était quelqu'un qui était devenu un peu erratique, un peu comme les Américains m'ont dit au département d'État américain une fois de Tshisekedi. Et puis il y a eu un autre élément. Lumumba, c'est vrai qu'il est allé aux Américains pour solliciter l'aide quand il y avait la session katangaise. Ils ont refusé cela. Donc, il représentait quelqu'un qui était un obstacle aux intérêts des Occidentaux. Il fallait nécessairement qu'il puisse être éliminé. Dans quel sens? Dans le sens où le Congo, on dit toujours que le Congo, c'est un pays riche, nous sommes malheureux à cause de nos richesses. C'est en partie vrai. Mais le Congo ne représentait pas seulement ça. Le Congo représentait aussi un territoire riche en minerais, en forêt, en beaucoup de choses, vaste au cœur de l'Afrique, faisant frontière avec 9 pays. Et les Américains, vous allez voir que, d'abord au début, Norbert a parlé de Van Wilson. Van Wilson était devenu conseiller de Kasavubu. Voilà. Ça, c'est une information importante. Oui. Alors, la commission parlementaire belge sur l'enquête sur l'assassinat de Lumumba a déterminé que, en fait, Van Wilson a reçu le message de Belge à Kasavubu de révoquer Lumumba. Donc, ça, c'est devenu un fait. On va voir que les Belges, les Américains ne voulaient vraiment pas de Lumumba. Les Américains, donc un peu c'est ça, ils représentaient un danger contre leurs intérêts. Il y a un grand débat aujourd'hui, un grand débat. J'ai lu beaucoup de documents. Il y a même une thèse qu'on a publiée à l'Université de Kentucky qui dit pourquoi les Américains ont finalement intervenu au Congo. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Certains parlent du fait qu'ils voulaient profiter des richesses du Congo dans une sorte de colonialisme. Mais certaines personnes disent que c'était une sorte de ce qu'ils appellent pseudo-colonialisme. Un peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo avec le Rwanda. C'est-à-dire que vous contrôlez un pays pour des intérêts militaires, militaro-stratégiques. Et à cette époque-là, comme vous savez, Lawrence Devlin, quand il appelait les Américains à vraiment éliminer Lumumba, il leur disait toujours que, écoutez, le Congo risque de devenir le Cuba. Et vous savez, la crise qu'il y avait eu à cette époque-là, ils avaient la notion qu'ils appelaient notion domino. Ils avaient peur de cela. Le National Security Council des États-Unis avait dit, écoutez, quand un pays tombe, ses voisins ont beaucoup de chances de tomber. Alors si le Congo tombait dans le communisme, il y a beaucoup de chances que les 9 pays aussi tombent. Le suivent dans le Alors, communisme, est-ce qu'ils l'ont tué parce qu'ils avaient peur du communisme? Je pense que oui. Même si beaucoup de gens ne le disent pas. En fait, ils n'étaient pas convaincus parce qu'ils ont fait des études. Si vous lisez les dossiers des Américains, les dossiers des cadres des CIA, il y avait des gens au niveau de la haute de l'administration américaine qui étaient convaincus que le monde était communiste. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas convaincus. Vous allez voir d'ailleurs que pourquoi on a éliminé Lumumba juste avant l'arrivée de Kennedy. Parce que Eisenhower, c'était un hawk, comme on dit, les durs là. Eisenhower, c'était les durs là qui étaient vraiment anti-Lumumba. Mais Kennedy était un peu mixte. Il était mélangé là. Il était un peu... Il ne croyait pas que Lumumba était communiste. Alors, la CIA, Devlin fera d'ailleurs beaucoup de choses que la CIA ne connaissait pas. Il a fait ça lui-même. Beaucoup de choses. Alors donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu l'éliminer. Sur le plan interne, on comprend par rapport... Pourquoi on l'a trahi? Sur le plan interne, pourquoi ceux qui l'ont trahi avaient intérêt à le trahir, le Congolais? Bon, Norbert a beaucoup parlé de ça. Vous savez, lorsque le Congo est devenu indépendant, nous avions des partis politiques, mais nous avons aussi des partis politiques à base ethnique. Voilà. Lumumba était peut-être les seuls qui avaient une représentation nationale. Tous les autres, la BACO, le MNC, étaient des partis d'abord ethniques. Les Konaka. Donc, il y avait d'abord une certaine jalousie. Mais une chose qui est très importante, c'est le rôle de la CIA, et non seulement de la CIA, le département d'État américain,
le National Security Council des États-Unis, disons leurs services secrets et tout cela, et les départements d'État, avaient financé, a donné beaucoup d'argent au Congo. Vous allez voir que même le dossier de Lumumba, qui ont été, comment on dit, qui ont été maintenant rendus publics, certains sont toujours cachés. Par exemple, sur combien d'argent la CIA a dépensé. On pense, il y a un document qui dit que la CIA aurait dépensé entre 90 à 150 millions au Congo pour corrompre les politiciens, pour que ces politiciens se montrent enfin contre Lumumba. Mais il faut dire que moi je pense qu'il y avait non seulement la notion de jalousie, il y avait aussi le tribalisme qui a joué, il y a aussi les intérêts privés et tout ce qu'il y a dans la politique du Congo. La politique du Congo est née dans la corruption. Le régime de Mobutu, c'était la corruption de la CIA. Il fallait corrompre les chefs coutumiers, il fallait corrompre les partis politiques. Et nous avons vu que Mobutu a géré son pays à partir des prémices qu'il a apprises des Américains. Voilà. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui. Voilà. Voilà, nous allons prendre une petite pause. Nous revenons dans quelques secondes. Merci. La visite du roi, un film qui étonne, qui interpelle, qui fait rire et qui fait pleurer. À voir absolument. La visite du roi. Les désarmements. Ton travail m'a volé ma femme. La réclamation. Je ne demande pas une femme moderne, Monica. La déception. Moi, je ne te considère plus comme ma femme. Oui. Tu es ingrate. Ah bon? Tu es ingrate. Ingrate de quoi? Tu sais que tu me dois ta vie. Moi? Oui. Monica, pourquoi? Tout ce que tu es, c'est moi. La visite du roi. Un film à voir coûte que coûte. Pour. Voilà, on est parti du 4 janvier 59 et même beaucoup plus loin que cela. Et nous sommes arrivés le 30 juin 60. Nous avons dépassé cette date. Nous sommes arrivés à la mort de M. Patrice Lumumba. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017, pratiquement 57 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Je voudrais poser une question à deux volets. Je m'adresserai premièrement à M. Norbert très rapidement pendant 2 ou 3 minutes, et puis je vais reposer la même question au docteur Florent, et nous allons clôturer cette émission. Et la question est la suivante. Pensez-vous aujourd'hui que le Congo est indépendant? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, quelles sont les leçons à tirer de toute cette histoire depuis que nous sommes partis du 4 janvier 59 jusqu'à aujourd'hui? 3 minutes, docteur. D'abord, il faut dire que l'indépendance, c'est toujours une dialectique, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a la célébration de l'indépendance le 30 juin 1960, mais aujourd'hui, 55 ans après, on n'a pas encore eu l'indépendance qu'on espérait. Les gens, avant le 30 juin, ils avaient une certaine idée de ce que nous devions être indépendants. Voilà. Et on ne l'a pas encore, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'après l'indépendance, on devient une république. Or, les pères des indépendances avaient commis certaines erreurs et avaient aussi des limites. Parce que ces messieurs-là, Thomas Kanza, que je cite souvent, analyse dans son livre la différence entre nous autres, par exemple, et les Ivoiriens. C'est que les Ivoiriens et les colonies françaises, avant leur indépendance, leurs présidents à l'indépendance étaient déjà membres de l'Assemblée du Parlement français. Voilà. Ils siégeaient au Palais du Bourbon. Voilà. Alors que nous, ils avaient une certaine expérience. Voilà, nous, en 4 mois, on devait tout avoir. Mon ami David Van Grébou, qui a écrit le livre d'histoire sur le Congo, dit ça donnait l'impression que l'indépendance du Congo, c'était un match qui s'est joué pendant 15 minutes avec 100 joueurs. Donc, on a eu une précipitation. On a eu, et pour gérer une république, il y a ce que les Romains appellent le cursus honorum. C'est-à-dire que pour devenir, par exemple, ici, par exemple, pour être ministre, il faut être parlementaire. Absolument. Mais nous, on est allé à l'indépendance avec des parvenus. Voilà. Thomas Kaz analyse, par exemple, le cas du gouvernement de Lumumba. Imaginez-vous, Pierre Moulele, 4 ans de poste primaire.
devient ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. C'est lui qui doit diriger l'Ouvanium avec les docteurs. Mais comment il va s'en sortir? Mais prenez Mobutu. Mobutu saute du sergent au colonel. Et puis tout ça, ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc on a continué, Mobutu lui-même a continué avec les mêmes erreurs en faisant sauter des gens. Kabila, l'AFDEL, rappelez-vous, quelle est la bonne définition de l'AFDEL? Conglomérat d'aventuriers. Donc on a eu, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé, on n'avait plus d'armée. Et comment est-ce qu'on faisait? Même on élisait les responsables de nos villes, de nos cités. Ça se faisait à main levée. Non, une république ne se gère pas à main levée. Donc jusqu'aujourd'hui, nous avons ces gerbes-là un peu du bric-à-brac. Donc c'est qu'il faut aujourd'hui, il y a toutes ces... Mais il y a un fait important aussi qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier l'intersonnalisation du Congo. C'est-à-dire que, comme le dit le cardinal Montsengo, a eu un mot l'année passée, il a dit il y a à boire et à manger au Congo pour tout le monde. Nous devons nous rendre compte que nous n'allons pas dire parce que bon, le Congo, nous allons le bouffer seul. Non, on ne va pas nous le laisser bouffer seul. Voilà. C'est impossible. Mais nous devons avoir des gens bien formés qui doivent savoir comment agir, comment faire ce que les Britanniques appellent le balance of power. Voilà. C'est comment donner, comment recevoir et comment donner. Voilà. Comment voir nos intérêts, comment voir aussi les intérêts des autres. Donc voilà, on a comme ça certaines erreurs des indépendances. Il ne faut pas aujourd'hui insulter les Belges ou les Américains pour rien quand vous n'avez pas les forces. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas parlé de lui, on va parler de lui un jour. Il va commettre les mêmes erreurs que Lumumba. Mais Mobutu aussi. Mobutu va commettre les mêmes erreurs aussi que Lumumba qu'il a contribué à assassiner. Donc voilà, on a certaines erreurs qui continuent jusqu'aujourd'hui. Merci, M. Norbert. Dr Florent, est-ce que vous pensez que l'indépendance du Congo est finalement une utopie? Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de toute cette histoire? Merci. En fait, pour moi, Norbert a dit une chose très importante qui est bien, c'est que l'indépendance est finalement aussi un processus. Okay? Seulement, lorsque le Congo est devenu indépendant, nous avions une démocratie. Je crois pour la toute première fois au Congo, il y a eu vraiment des élections libres et démocratiques. Et Lumumba a été élu. En fait, le parti de Lumumba a eu la majorité. Donc, après cela, nous avons même perdu cette habilité, cette capacité qu'on a d'organiser chez nous les élections libres et démocratiques. C'est-à-dire, par rapport au processus dont Norbert a fait allusion, nous avons fait marche arrière. Donc, je peux dire que pour moi, le pays a perdu son indépendance à la mort de Lumumba, ou disons à partir de sa décision. Donc, nous avons perdu ce que nous avions eu à cette époque-là. Et je pense que le Congo a encore à reconquérir son indépendance. Surtout quand aujourd'hui on parle de l'influence des Rwandais, l'infiltration des Rwandais, ou les démarches que d'autres pays du monde font pour un peu nous diriger. Moi, je peux dire que nous avons fait marche arrière. Bon, quelles leçons à tirer de l'indépendance du Congo? Moi, je crois qu'il y a 4 leçons à tirer. La première leçon, c'est que, c'est comme dit souvent Jacques Gondo, notre ami, l'armée, finalement, constitue la colonne vertébrale de tout pays. Une des raisons qui a fait que le Congo soit devenu le Congo mou d'aujourd'hui, c'est le fait que nous n'avons jamais connu une guerre d'indépendance, comme en Angola, comme dans beaucoup de pays. Donc, nous n'avions jamais une armée du peuple au Congo. Donc, déjà à l'époque de la force publique, l'armée des Belges, avec des officiers belges, ou avant l'indépendance, pour être égal après l'indépendance, nous avons eu des forces armées zaïroises, nous avons aujourd'hui des armées des Kabila. Toutes ces armées ne sont pas des armées du peuple. Ce sont des armées qui défendent les dictateurs. Force publique pour les intérêts des Belges, FAS pour les intérêts de Mobutu, et aujourd'hui FARDC pour l'intérêt des Kabila. Voilà, vous allez voir, deuxième quand leçon. ils s'arment, c'est d'abord contre le peuple. Voilà. Vous n'allez jamais voir les chars de combat qui sont au Congo aller combattre les rebelles vers Massissi là-bas, ou je ne sais pas moi où, à Beni ou ailleurs. Donc, c'est une armée qui n'est pas une armée du peuple. Donc, la première leçon, nous devons avoir au Congo une armée du peuple. La deuxième leçon, c'est le fait que on dit toujours qu'il y a une kleptocratie au Congo, c'est-à-dire un régime où les gens qui sont gérés le pays, volent le pays. Il y a la corruption dans beaucoup de pays. Mais dans le cas du Congo, vous allez voir une société du pays transformée en société d'un individu pour sucer le pays. Pourquoi cela? C'est parce que le régime, comme j'ai dit à l'époque de Mobutu, avec le groupe de Binza, Mobutu, comme il est devenu président. Vous avez une minute. Oui, d'accord. Donc, il y a eu cette corruption. Et nous avons un autre point, c'est le fait que
enfin, les systèmes continuent. Et un autre point important, Norbert a dit, c'est une leçon qui est très importante. Pour diriger un pays, il faut avoir des compétences. C'est très important. Le roi des Belges a fait allusion à ça dans son discours. Que vous devez former vos cadres. Vous devez avoir vos cadres pour diriger le pays. Aujourd'hui, vous allez voir au Congo où les gens écoutent parfois des Bitakwira, des gens vraiment dont on ne devrait même pas parler. Mais la compétence, elle est oui, la compétence, elle est très importante dans la gestion de pays. Congolais, il est formé. Donc, ça, ce sont les 4 leçons. Socle armé du peuple, rompre avec les systèmes de corruption, rompre avec les systèmes de clientélisme qu'il y a aujourd'hui, et ensuite, enfin, avoir un gouvernement dirigé par des gens capables. Ce n'est pas seulement un problème d'individu, c'est aussi un problème d'un système. Quand le système n'est pas bon, même si vous avez des compétences, les compétences seront dissoutes. Voilà. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais dire un grand merci à Dr Florent Poumou, qui est le directeur de Kamoto Center Think Tank ici en Grande-Bretagne. Aussi, merci à l'écrivain et anthropologue, cinéaste et journaliste Norbert Mbouputu pour leurs interventions combien importantes. Restez branchés sur notre émission Le Congo aujourd'hui et nous vous reverrons pour la prochaine fois. Merci. Merci, Jules. Merci, Norbert.